Voilà, vraiment, la réalité dépasse la fiction et nous ne sommes pas du tout au bout de l'histoire puisque les choses ne cessent d'évoluer. Face à cette incroyable série d'événements, il est bon de se poser, d'essayer de mesurer les conséquences de cette affaire sur l'appareil d'État, sur la démocratie américaine. Et nous allons le faire maintenant avec nos invités. Bonjour Laurence Nardon. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. L'un de vos derniers ouvrages s'intitule « Les États-Unis de Trump ». En 100 questions chez Taillandier. Bonjour Anne Désine. Bonjour. Vous êtes juriste. Votre connaissance des institutions américaines nous sera précieuse. Vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage sur la Cour suprême des États-Unis. Et bonjour à vous Jacques Charmelot. Vous êtes le co-réalisateur de ce documentaire passionnant et haletant que nous venons de voir. Alors, peut-être d'ailleurs pour commencer avec vous, Jacques Charmelot, ce documentaire, il a été bouclé il y a un certain temps et le feuilleton s'est enrichi ces derniers jours, ces dernières semaines, d'un certain nombre de développements. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, le New York Times et le Washington Post ont révélé que dès 2017, le FBI avait ouvert une enquête pour répondre à cette question. Trump est-il un agent de la Russie? Trump est-il un agent de la Russie? Ça paraît fou. Alors, bien sûr, ils ont posé la question et la réponse est bien sûr entre les mains du procureur Mueller. Il faut se souvenir que pendant les auditions de James Comey, l'ex-patron du FBI, quand cette question lui avait été posée, c'est-à-dire est-ce que le FBI s'intéresse au président Trump, il avait refusé de répondre de façon catégorique. C'est une des raisons pour lesquelles il avait été d'ailleurs renvoyé par Trump. Il avait refusé de répondre de façon catégorique parce qu'effectivement, un officiel du FBI ne peut pas commenter une enquête en cours. Donc, à votre question, je ferai la même réponse que Comey, attendant de voir ce que Mueller peut en dire. Mais que Donald Trump, Laurence Nardon, puisse être depuis le début un pion de Poutine, ça paraît énorme. De toute manière, il est un pion de Poutine, que Trump soit d'accord ou pas. La question, c'est... À son corps défendant. À son corps défendant, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire, et dans le pire des cas, de manière consciente et volontaire. Et c'est là-dessus. Et c'est sur la volonté délibérée de Trump lui-même, ou de ses équipes, de sa famille proche, que l'enquête Mueller doit faire la lumière, justement. Alors, il y a un point très important sur lequel je voudrais qu'on revienne, peut-être d'abord avec vous, Anne Désine, c'est ce rendez-vous à la Trump Tower. Nous sommes le 9 juin 2016. Il y a là des membres de la famille de Donald Trump et un certain nombre d'intermédiaires russes. C'est bien un point clé, hein, c'est ça ? Je rejoins ce qui était dit avant. Le procureur Mueller, c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, intègre. Il a été directeur du FBI pendant 10 ans. Il avait dit qu'il n'y aurait pas de fuite. Il n'y a pas de fuite. Donc nous ne savons rien. Sauf ce qu'il veut bien nous divulguer via des mises en examen. Par exemple, les 13 Russes, puis ensuite les 12 agents du GRU. Ça, c'est la première idée. Donc, le GRU, ce sont les services de renseignement de l'armée militaire russe. Et à partir du moment où ils sont inculpés, cela veut dire que Poutine était au courant. Poutine a beaucoup plus de mal à se distancier que des autres qui étaient mis en examen auparavant. Alors, concernant la réunion, quoi que l'on sache, une fois qu'on aura le rapport, si le nouveau ministre de la Justice accepte de le publier, etc. Il reste qu'il y a tout un faisceau de mensonges, parce que d'abord, la réunion n'avait pas eu lieu, puis Trump n'était pas au courant, puis c'était censé être sur les adoptions, puis, et au fur et à mesure des révélations des médias, on a appris qu'il y avait bien une réunion, qu'il y avait des Russes de haut niveau qui étaient impliqués, que le fils Trump avait répondu « oui, je suis d'accord pour récupérer des informations qui portent préjudice à la candidate démocrate », c'est-à-dire que petit à petit, le puzzle s'est quand même mis en place sans qu'on sache encore ce dont dispose Mueller, avec des facteurs qui sont très lourds, non pas vers la collusion, mais au moins vers des pratiques qui auraient dû être dévoilées au FBI. Parce que quand on est en contact avec des puissances étrangères, théoriquement, surtout quand on fait campagne, on est censé prévenir le FBI de façon à prévenir les risques qui en découleraient. Donc il y a au moins eu omission à un moment de la procédure. Sauf qu'on sait maintenant que cette réunion a eu lieu parce que Don Jr. a donné tous ses emails, parce que l'avocate russe qui était présente a été mise en examen par Mueller, parce que. Donc maintenant, on a quand même un certain nombre de faisceaux d'éléments qui ne sont pas très très bons pour l'affaire Trump. Jacques Charmelot, pour l'instant, le fils de Donald Trump Jr. et son gendre, Jared Kushner, qui étaient présents à la Trump Tower, ne sont pas inquiétés. Nous ne savons pas. Encore une fois, Mueller est extrêmement discret.
comme vous l'avez souligné, et on ne saura s'ils sont inquiétés que le jour où leur sera délivrée une mise en examen. Je voudrais ajouter sur la rencontre de juin 2016 à la Trump Tower que dans le film, un de nos protagonistes soulève cette question et dit que, bien sûr, c'est la question fondamentale. Si Trump Jr. a mis au courant par un simple coup de fil son père en disant, tu sais, je rencontre des Russes qui viennent nous apporter des choses intéressantes sur Hillary Clinton, ipso facto, Trump, père, est complice d'une rencontre, d'une réunion qui est considérée comme criminelle par la loi fédérale. Donc là, cette question est fondamentale. Est-ce que Trump Jr. a appelé son papa avant de rencontrer les Russes dans un bureau pas loin? Dernière chose, on sait maintenant, de façon presque assurée, même si ce n'est pas confirmé par Mueller, que la teneur de la discussion, c'était non seulement des choses compromettantes sur Hillary Clinton, mais aussi peut-être la levée des sanctions. Parce que ce que Poutine n'aime pas, c'est la loi Magnitsky. La loi Magnitsky qui impose des sanctions, qui permet de geler des actifs, de suspendre les visas pour un certain nombre de Russes et les fameux oligarques. La question étant de savoir s'il y a eu un donnant-donnant, voilà, des informations sur Hillary Clinton en échange d'une levée des sanctions. Voilà, pour le moment, on a deux éléments qui sont là, qui se font face, et c'est vrai que Trump peut claironner à juste titre. La collusion, c'est-à-dire le rapport entre les deux, n'est pas établi. Nous en sommes là. Ce qui frappe encore une fois, Laurence Nardon, c'est à quel point, on voit très bien dans le documentaire d'ailleurs, à quel point c'est une crise de l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'on a le département de la justice d'un côté, on a ce procureur, et on va peut-être après parler du rôle précis de Robert Mueller, parce que c'est une institution très particulière, et puis on a la présidence, et tout ça se regarde en chien de faïence, c'est très bien montré dès le début, à quelques centaines de mètres à Washington. Crise de l'appareil d'État sans précédent. Sans précédent, il y a déjà eu souvent des enquêtes et des feuilletons judiciaires aux États-Unis. Il y a quand même une tradition, l'importance du droit dans la société américaine, dans le fonctionnement politique américain. Il faut rappeler que dans les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires aux États-Unis, la Cour suprême, qui est à la tête du pouvoir judiciaire du pays, a un rôle absolument immense dans toute la société américaine. Et donc, il ne faut pas être surpris qu'un feuilleton judiciaire aux États-Unis prenne toujours de grandes proportions. Mais vous avez raison, ceci dit, que l'affaire à laquelle on assiste aujourd'hui, avec une trahison possible, enfin, en tout cas, l'enquête porte là-dessus, au plus haut sommet de l'État, effectivement, on est dans de l'inédit. Qu'un président soit accusé de trahison et de collusion avec une puissance étrangère, c'est quand même effectivement de l'inédit. Et puis ça joue aussi... Pour un petit point d'histoire, par exemple, au moment du Watergate ou au moment de l'affaire Lewinsky pour Clinton... Il n'y avait pas de puissance étrangère dans l'affaire. Oui, donc effectivement, ça c'est tout à fait le sens de ma question. Ouais. Et puis, mais la violence et la polarisation dans laquelle se déroule le feuilleton auquel on assiste est également inédit parce qu'on est dans une période de grande violence des rapports, d'abord du système politique extrêmement polarisé, mais aussi de la communication politique. Et là, je crois qu'il faut remonter à la guerre de sécession pour voir une telle violence. La guerre de sécession, oui. Oui, dans les rapports politiques entre responsables. Je crois que ça explique aussi le caractère inédit de ce que nous vivons aujourd'hui avec l'enquête Mueller. Ce qui est nouveau, d'un point de vue français, où on a coutume de dire que le président est le gardien des institutions, c'est cette remise en cause des institutions et du droit par le président lui-même, Anne Désine. Oui, en fait, je suis en train de finir mon prochain ouvrage qui parle de l'érosion des normes. Et ce qu'il faut retenir, c'est aux États-Unis. Oui, c'est que Trump attaque à la fois toutes les normes constitutionnelles, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, et puis des normes non écrites, comme le fait de révéler sa déclaration d'impôt ou de mettre ses biens dans un blind trust, dans une fiducie, de façon à essayer de prévenir les conflits d'intérêts. Donc, c'est dans ce système d'érosion qu'enquête le ministère de la Justice et le procureur. Alors, à cet égard, un petit point institutionnel. On parle toujours d'indépendance de la justice, mais le département de la justice, ça dépend de la branche exécutive. Donc, il est, en théorie, soumis au président. Sauf qu'une de ces normes non écrites, c'est que le président ne s'ingère pas. Il ne doit pas s'ingérer dans les enquêtes. Et donc, quand, pendant sa campagne, et puis après, il a dit il faut enquêter sur les ennemis, il faut enquêter sur Clinton, c'est encore une violation des normes. Alors, justement, parce que sous le Watergate, le procureur normal, si j'ose dire, qui dépendait du ministère de la Justice, avait été limogé par Nixon, le Congrès a voté une loi
après le Watergate, mettant en place l'office de procureur spécial. Alors, je vais vous couper tout de suite et on va justement poursuivre là-dessus parce qu'on a une article qui est intéressante et comme ça nous permettra de bien comprendre les nuances avec l'actualité, puisque en 1999, précisément, en octobre 1999, il y a une étape dans cette affaire Clinton-Lewinsky dont vous parliez à l'instant, c'est le départ du procureur indépendant, Kenneth Starr, qui a beaucoup œuvré dans cette enquête. Il part et vous allez voir, ça permet de comprendre aussi finalement le tournant que ça a créé dans l'histoire de la politique américaine. Kenneth Starr s'en va en jurant qu'il n'a fait que son devoir. Mais il restera dans l'histoire comme le grand inquisiteur de l'ère Clinton. Celui qui a obligé le président en exercice à admettre ses frasques sexuelles avec Monica Lewinsky, une jeune stagiaire de la Maison-Blanche. Mais Clinton n'a pas été destitué et le zèle du juge, cet évangéliste qui chante des cantiques pendant son jogging, a même poussé le Congrès à renvoyer les procureurs indépendants aux oubliettes de l'histoire. La fonction de procureur indépendant a été créée après le scandale du Watergate sous Nixon. Et c'est largement grâce aux excès du juge Starr que ce poste va être supprimé. Je tiens à exprimer à M. Starr ma profonde reconnaissance. Mais attention, l'institution qui a fait vaciller la présidence ne disparaîtra qu'à la fin de l'enquête. Et le nouveau juge, âgé seulement de 39 ans, Robert Ray, a bien l'intention de finir le travail pour que justice soit rendue. Alors, Anne Désine, on est bien d'accord, ce procureur indépendant, dans l'affaire Lewinsky, on fait parfois le parallèle entre ces deux affaires. Il n'a rien à voir dans ses pouvoirs avec le procureur spécial Robert Mueller? Alors, rien à voir. Disons qu'il était beaucoup plus puissant parce que le Congrès voulait tellement le protéger qu'il avait mis en place un système où ce procureur était nommé par un collège de 3 juges et ne pouvait être renvoyé que par ce même collège. C'est ce qui lui a permis de dépenser une quarantaine de millions de dollars et surtout de changer son sujet d'enquête, en partant de l'immobilier, en passant par tout là, jusqu'à ce qu'il trouve Monica Lewinsky. Donc, le Congrès, c'était une loi qui était prorogée régulièrement. Et en 1998, le Congrès décide de ne pas la prolonger. Et c'est en 1999 que Janet Reno, qui était ministre de la Justice, décide qu'il fallait néanmoins mettre en place un statut de façon à, lorsqu'il y a un risque d'ingérence de l'exécutif, avoir un système de procureurs protégé. Et donc, ce qui a été mis en place en 1999, c'est un procureur nommé par le ministre de la Justice qui est responsable devant le ministre de la Justice. Et c'est le ministre de la Justice qui décide le périmètre de son enquête, qui décide de son budget et qui peut le limoger. Ça veut dire que, potentiellement, le prochain ministre de la Justice, puisqu'on rappelle qu'il y a une procédure de nomination qui est en cours, il pourra éventuellement limoger Robert Mueller? Je fais un tout petit marche arrière. Donc, théoriquement, le ministre de la Justice, c'était Jeff Sessions. Mais comme il fait partie de tous ceux qui ont menti concernant des contacts avec la Russie, lui, qui est quand même quelqu'un, même s'il est très à droite, d'éthique, a consulté les guidelines, donc ce qu'il faut faire du ministère de la Justice, qui lui a dit « il faut vous récuser ». Donc, il s'est récusé, ce qui a causé la fureur de Trump. Et par conséquent, c'est le numéro 2 au ministère de la Justice, Rod Rosenstein, qui s'est fait insulter par les républicains en commission d'enquête de façon... On le voit dans le documentaire, voilà. C'est un point. C'est ahurissant, qui est jusqu'ici le garant de Mueller. Et donc Trump, qui déteste et Rosenstein et Mueller, jusqu'ici ne faisait rien. Alors, il renvoie Sessions, il a choisi Barr, qui a travaillé donc sous des présidents républicains différents. On a eu les auditions, et la grande question posée par les démocrates, c'est est-ce que vous allez rendre public le rapport ? Alors, Barr, pour le moment, on a d'abord été très inquiets. Bon, je pense qu'il ne faut pas être trop inquiet, mais je serais étonnée si le rapport était publié tel quel. Je pense qu'il va être, comme on dit en anglais, redacted. Il va y avoir d'énormes morceaux tout noirs. Et ensuite, il faudra que les médias et les autres, nous essayions de comprendre ce qui a été effacé et ce que ça veut dire concrètement. Alors, je voudrais qu'on parle de l'homme, parce que c'est, dans votre documentaire, Jacques Charmelot, à la fois le personnage principal, quasiment, et le grand absent, Robert Mueller. On ne le voit pas, on a parlé de sa discrétion, évidemment. Il faut souligner d'abord que c'est un républicain. Hein. Tout à fait, c'est un républicain et il a surtout la réputation, il a construit sa réputation au FBI en étant le patron du FBI. On a rencontré son adjoint qui nous a parlé de l'époque où Robert Mueller était le patron du FBI, il a effectivement construit une réputation d'homme intègre et d'homme qui va au bout des missions qu'on lui confie. Donc il a aussi ce look très sévère, des traits de moine soldat
qui est totalement à l'opposé, à l'antithèse de Trump, avec son emphase et ses sorties permanentes. Et sa stratégie du silence, elle est liée c'est une stratégie qui est liée, comment dire, au droit qui lui impose d'une certaine manière de se taire, ou qui est liée aussi, voilà, tout simplement à ce qu'il est, à ce qu'il. D'abord, c'est une obligation juridique. Oui. Les procureurs en général ne commentent pas les enquêtes, n'ont pas le droit de commenter les enquêtes dont ils sont chargés. Là, en plus de ça, comme l'explique très bien nos protagonistes, ce que Mueller essaie de construire contre Trump, c'est un dossier qui ressemble à une enquête contre un chef mafieux. On est vraiment, Laurence Nardon, dans un jeu d'échecs là, entre cet homme, Robert Mueller, et puis les différents protagonistes de l'entourage de Donald Trump et Trump lui-même. On le verra, on verra à quel point c'est des échecs ou un jeu de billard à 3 bandes, quand on aura tous les résultats. Là, on est quand même vu de l'extérieur énormément dans la spéculation. Mais ce qui me semble très important de voir au-delà de l'enquête aux États-Unis proprement dite, c'est le point auquel, au final, cette mise en cause de la légitimité démocratique ou du système démocratique par Trump lui-même et ses affidés, elle vient se faire aux États-Unis en écho à la tentative qui a été faite par la Russie. Parce que là, on n'a pas encore tellement parlé de la Russie proprement dite dans cette affaire, dont il est avéré, puisque là, la tentative d'influence de la Russie dans le cycle électoral de 2016, par le biais du vol des emails du DNC, c'est-à-dire du comité démocrate, puis par l'envoi de millions de messages personnalisés dans un marketing politique extrêmement fin, pour influencer les électeurs américains, tout cela, et vous le dites dans le documentaire au début, tout cela s'est avéré. C'est prouvé. Absolument prouvé par les agences de renseignement américaines dès janvier 2017. Donc ça, c'est prouvé. Et ça, c'est quand même extrêmement grave. Alors après, l'enquête Mueller, c'est de voir si Trump a coopéré ou pas. Et c'est également extrêmement important, on est bien d'accord. Mais qu'une puissance comme la Russie, aujourd'hui, se lance dans de telles actions, c'est quand même là aussi quelque chose sur lequel que je voudrais souligner. Et on voit d'ailleurs toute la difficulté de Donald Trump, on le voit dans le documentaire, c'est quand il se retrouve aux côtés de Poutine avec cette question de ses liens. La scène où il donne raison à Poutine, parce que Poutine a nié avoir fait quoi que ce soit. Contre ses propres services. Alors là, vraiment, c'est incroyable. C'est quand même une des fois où les Républicains l'ont critiqué et où il a été obligé de faire machine arrière. C'est quand même le spectacle où il a dit que c'était une double négation, où il s'était trompé dans l'usage de la double négation, mais il n'a jamais dit « j'ai totale confiance dans mes services de renseignement ». Donc c'est vrai qu'il y a aussi un faisceau d'éléments, rien qu'en regardant son attitude, qui nous amène à nous demander quelle est sa relation avec la Russie. Est-ce qu'effectivement Poutine ou la Russie, c'est peut-être tout simplement des investissements. Il y a aussi J'allais vous poser la question d'ailleurs, parce que on ne sait pas pour le moment. On connaît quand même un certain nombre de liens que Trump avait avec la Russie avant son élection, comme homme d'affaires. Mais est-ce que Robert Mueller, lui, s'intéresse aux relations d'affaires et à toutes les collusions éventuelles qu'il pouvait y avoir avant son élection? La réponse est oui. Quand on regarde la composition de l'équipe, il y a beaucoup de financiers, de spécialistes justement de la lutte anticorruption, de la lutte anti-mafia. Vous avez raison, je suis entièrement d'accord sur la façon dont il procède. Et en fait, il essaie, il n'y a pas d'autre mot, de coincer un certain nombre de protagonistes sur des délits qui sont des délits financiers, de la fraude fiscale, du blanchiment d'argent, parce qu'il est avéré qu'un certain nombre d'appartements des tours Trump ont été vendus à des Russes, ce qui permet quand même commodément de blanchir de l'argent. Et donc, c'est via des délits financiers qu'il les inculpe et les amène à plaider coupables. Mais que ce soit le plaidé coupable ou la procédure devant le jury, le grand jury, qui n'est pas un jury qui condamne, mais un jury qui enquête, c'est confidentiel. Donc on ne sait pas tout. Et il y a très peu de fuites. Et ça pose une question, et je voudrais qu'on parle de ça dans la dernière partie de cette émission, c'est le degré d'information qui sera délivré aux Américains, et à nous, par voie de conséquence, dans la perspective de l'élection. Parce que tout ça, ma question est, à quoi ça va aboutir d'ici 2020 ? Et quel type de conséquences politiques ça peut avoir, Jacques Charmelot ? Alors, on n'est pas encore à 2020, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se passer entre aujourd'hui et 2020. Et pour rajouter à ce qui vient d'être dit,
C'est vrai qu'il y a clairement deux dynamiques dans l'enquête de Mueller. Il y a une dynamique qui s'intéresse à la problématique russe et il y a une dynamique qui s'intéresse à tout ce qui pourrait être des crimes accessoires que les enquêteurs révèlent à mesure que progresse leur autre enquête. Ils sont contraints par la loi de ne pas se taire ou de ne pas clore des enquêtes, même si elles ne concernent pas le corps de l'enquête principale. Et sur l'affaire des relations d'affaires de Trump, de sa famille, de son gendre, de son fils, de sa fille, avec les Russes depuis fort longtemps, Mueller est au cœur de l'enquête, puisqu'il a récemment envoyé des commissions rogatoires dans 2 banques de Chypre, qui sont, comme on le sait, Chypre est la lessiveuse de l'argent des oligarques russes en Europe. Et les enquêteurs sont sur la trace de cet argent sale et vont comprendre, et ont déjà compris, ils le savent déjà, mais le réservent pour les semaines qui viennent, comment cet argent a servi à renflouer les affaires de Trump depuis des années. Mais en d'autres temps, tout ce que nous venons de nous dire depuis maintenant une vingtaine de minutes, tout ce que nous avons vu dans votre documentaire, aurait empêché n'importe quel candidat de se représenter, Laurence Nardon. Oui, et je pense que la question que vous posez, en fait, c'est la question de l'attitude des républicains autour de Trump et de l'establishment. Peut-il être lâché? Peuvent-ils voilà. le lâcher? Quand est-ce qu'ils vont lâcher Trump? En fait, c'est la question qu'on se pose depuis 2 ans, en réalité, puisque les conservateurs, qui sont un gros tiers du Parti républicain, sont des gens qui n'aiment pas quelqu'un comme Trump. Il n'est pas assez religieux, il est beaucoup trop vulgaire, etc., beaucoup trop brutal. Et pourtant, même eux continuent à soutenir le président. Vous posiez la question de ce qui allait se passer d'ici 2020. Donc la grande question, c'est de savoir si l'enquête de Mueller va aboutir avec un rapport qui sera suffisamment terrible pour le président pour que le Congrès puisse passer à l'étape d'après, qui est ce fameux impeachment, cette mise en accusation, plus éventuelle destitution du président. Donc ça, et ce serait le moment où cette procédure juridique à laquelle on assiste basculerait dans une procédure politique. Ce serait l'heure de vérité, le moment où chacun serait obligé de jouer carte sur table, de dire, voilà, les républicains notamment. Parce que la procédure d'impeachment se fait en 2 étapes. D'une part, la Chambre des représentants, qui est aujourd'hui à majorité démocrate, vote à majorité simple ce qu'on appelle l'impeachment proprement dit, c'est-à-dire la mise en accusation du président. Donc le président serait donc mis en accusation par la Chambre des représentants, ce qui semble à peu près possible, puisqu'il y a une majorité démocrate qui n'aime pas Trump. Et puis, une fois cette mise en accusation faite, le dossier passe alors au Sénat, qui condamne ou non le président. Et cette condamnation par le Sénat, elle doit se faire à la majorité des 2/3. Le Sénat étant aujourd'hui à majorité républicaine, il y a assez peu de chances que cela se produise, sauf si, je reviens à mon point de départ, sauf si les républicains sont suffisamment nombreux à lâcher ce président. Et donc, quand est-ce qu'ils vont oser le faire? Puisqu'ils sont déjà, je pense, pour beaucoup d'entre eux, convaincus que ce président est un accident de l'histoire. Enfin, pas un accident, mais en tout cas, un président tellement hors norme qu'il n'a pas la... Enfin, c'est un président qui ne correspond pas à leurs valeurs, il faut vraiment le dire, même pour les républicains. Et donc, il faut savoir quand ils vont oser sortir du bois. Anne Désine, vous ne croyez pas du tout à l'idée de... La mise en accusation. Alors, la mise en accusation, ça se fait pour corruption, trahison ou ce qu'on appelle high crimes of misdemeanors, donc des délits qui, par définition, sont politiques. Mais pardon, mais corruption et trahison, on tourne autour depuis tout à l'heure. Hein. Il a fait de l'obstruction à la justice. Alors, mais il pourrait, conditionnel, être mis en accusation pour mensonge. Or, il est avéré qu'il a menti sur de nombreuses choses. Et obstruction à la justice, si on considère que faire pression sur Comey pour qu'il n'enquête pas sur Flynn et un certain nombre d'autres choses. Mais là, on parle d'opportunité politique. Et alors, il s'est passé quelque chose il y a 2-3 jours. BuzzFeed, donc une publication très à gauche, a révélé que Michael Cohen, l'avocat de Trump, aurait dit que Trump lui avait donné ordre de mentir quant à la date à laquelle les tractations sur la tour Trump à Moscou se sont arrêtées. Alors là, c'est intéressant parce que... C'est une information qui a été démentie ensuite par le porte-parole de Mueller, mais oui, bon... ça a été démenti en termes extrêmement choisis et très juridiques, et certains se demandent si Mueller n'a pas envie de doucher une sorte de rush des démocrates vers la mise en accusation qui serait, mais c'est un républicain patriote, qui serait très contre-productive en termes des élections de 2020.
Et donc, en termes de force politique, ce ne serait pas une bonne affaire. Politiquement, pour 2020. ce ne serait pas bon. Jacques Charmelot. Je voulais juste ajouter un petit élément. Effectivement, dans le feuilleton va se poursuivre. Il va aussi se poursuivre là où il s'était un peu interrompu, c'est-à-dire à la Chambre des représentants. Maintenant que les démocrates ont la majorité à la Chambre des représentants, ils vont rouvrir, ils ont d'ailleurs commencé à le faire, ils vont ouvrir toute une série d'enquêtes sur des aspects, que ce soit les financements de la campagne, les déclarations d'impôts, l'organisation... Qui ne sont pas du tout directement liés à cette enquête. Mais qui vont tout révéler peu à peu le niveau à la fois de corruption et de criminalité de l'organisation elle-même. Oui. Donc, il faut, à mon avis, ajouter dans le panorama politique qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis, un lent délitement de l'image du président à travers ces auditions qui vont commencer au Congrès. Et là-dessus, Mueller joue sur du velours parce que ça renforce sa position d'enquêteur discret, sérieux et qui ne révèle rien. Pendant que les démocrates font de la politique. Les démocrates, dans leurs enquêtes extrêmement sérieuses et dans leurs auditions qui se révèlent passionnantes, sérieuses et qui contraignent les gens à parler sous serment. Oui, et avec une comparution. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Congrès a un pouvoir d'enquête très puissant et il dispose de l'arme qu'on appelle subpoena, de citation à comparaître. Et à cet égard, si le prochain ministre de la Justice refusait de rendre public le rapport, par le biais des questionnements de Mueller et de son équipe, nous pourrions, le public américain et nous en France, obtenir un certain nombre d'éléments sur ce qu'il y a dans le rapport. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne l'aura peut-être pas directement, parce que Barr va certainement effacer et refuser de rendre public certaines choses, mais on l'aura par le biais des commissions d'enquête du Congrès. Puis on est loin aussi, je voulais dire, sur l'histoire du rapport de Mueller. Hein. On est loin de sa publication. Il faut mais c'était peut-être ma dernière question d'ailleurs, parce qu'encore une fois... Il faut bien se dire que ces enquêtes durent très longtemps. Voilà. Combien de temps ça va durer? Et à mon avis, à peine commencé. Elle peut se prolonger. Bien au-delà de 2020. Tant qu'elle veut. Alors, sauf si l'objectif politique est atteint, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, les républicains décident de renoncer à une candidature Trump, se trouve un autre candidat, un terme est suffisant, et le mandat est rempli en quelque sorte Laurence Nardon. Là, de toute manière, le grand jury a été prolongé de 6 mois, donc ils ont remis des sous dans la machine pour 6 mois. Donc effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps, mais en même temps, c'est inexorable. C'est-à-dire que les roues tournent et la machine judiciaire, enfin l'enquête va de toute manière aboutir à un moment, même si ça nous semble très long aujourd'hui, puisqu'on ne sait rien de ce qui se passe dedans et on ne sait pas du tout quel est le calendrier que Mueller se donne. Mais il y a une certitude, c'est que ça aboutira. Merci beaucoup. On aurait pu continuer très longtemps, c'est le propre de ce type de feuilleton dont on ne connaît pas la suite, qui sont absolument haletants. Merci à vous. Public Sénat, avec le soutien de l'Institut national de l'audiovisuel, vous a présenté Un monde en doc.